bonsoir, nous sommes en direct de Materials and Light, le salon réservé aux architectes, c'est au Carreau du Temple à Paris. Et nous avons rencontré l'agence RDAI, Denis Monteil et Julia Kapp, voilà, qui ont bien voulu répondre à quelques questions sur leur pratique en tant qu'architecte. Donc une agence que les gens connaissent, mais connaissent finalement assez mal, puisque c'était une agence RDAI, René Dumas Architecture Intérieure, oui. Voilà, qui était connue, qui s'est fait connaître en aménageant au début, les magasins de Hermès, voilà. Et c'était surtout de l'aménagement intérieur. Et progressivement, en fait, l'envie est venue de travailler pas que sur l'intérieur, mais sur l'architecture elle-même. Et à un moment, cet agrandissement s'est fait où Denis et Julia, vous êtes arrivés, vous êtes architecte, vous, pour créer une autre agence. C'était un désir qui était là depuis le départ, ou c'était quelque chose qui est venu à un moment? C'est arrivé dans le temps, je pense que René Dumas, la fondatrice de l'agence, était véritablement architecte d'intérieur. Elle revendiquait ce métier. Elle avait même fondé un syndicat à l'époque où c'était un métier qui était en fait l'évolution de ce qu'on appelle les décorateurs dans l'après-guerre, si vous voulez. Mais elle voulait aussi, elle avait la volonté d'avoir une vision assez large de son métier, assez globale. Et Julia et moi, nous sommes arrivés à l'agence à peu près à la même période, au début des années 2000, tous les deux architectes. Donc on a beaucoup accompagné l'agence, accompagné Rena. Et quelque part, on a aussi accompagné son développement dans la plus grande échelle. Et donc jusqu'à fonder une agence d'architecture, une société sœur, il y a une douzaine d'années. Et là, vous avez commencé à faire des projets. Aujourd'hui, vous faites des projets à travers le monde. Oui. Un peu partout. J'ai vu en Inde, en Corée, au Japon, oui. Pas mal aux États-Unis. Alors, peu en France. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas une grande visibilité. Le premier bâtiment significatif qu'on a construit en France était pour Hermès, qui est un client historique, comme vous l'avez dans rappelé. Le centre de Pantin. Voilà, donc on a accompagné le réseau de distribution dans les années 80-90, qui est devenu exponentiel, en réalisant l'ensemble des magasins Hermès dans le monde. Puis la relation étant fine, intéressante, on se connaît bien. Ils nous ont commandé des lieux de travail. On a fait des bureaux pour eux, jusqu'à réaliser les ateliers Hermès à Pantin, 30 000 m² de bureaux, un projet important, un projet d'urbanisme. Et puis, c'était notre premier projet en France. Et puis, le hasard ou la bonne étoile a fait qu'on a obtenu les quarts d'argent pour notre première apparition française. Donc, ça vous a donné envie de continuer. Oui, c'était là évidemment. En 2007, quand on a fondé l'agence RD Architecture. Donc, pour pratiquer l'architecture, pour faire ce projet. Et vos projets les plus importants aujourd'hui, là, qui viennent d'être livrés, qui vont être livrés, c'est quoi, par exemple? Alors, les plus importants, après, il y a une importance en termes de taille ou en termes plus symboliques. Les deux. Plus important, on livre dans quelques mois, en fin d'année, on livre une tour de logement à Taipei, qui est un projet important. Une tour, c'est un objet assez singulier. Et pour ce même développeur avec qui on a cultivé une relation, on démarre une deuxième tour de logement dans une deuxième ville de Taïwan qui s'appelle Taichung. On va livrer aussi en début d'année prochaine un hôtel à Paris assez important qui se situe dans l'ancienne préfecture de Paris, le fameux projet Morland. Donc là, nous sommes très contents d'être partie prenante à travers beaucoup de talents. Et on réalise l'hôtel qui est dans la partie émergente du bâtiment, parce que c'est dans la tour. D'accord. Voilà. Et sur une autre échelle, on vient livrer une rénovation pour Hermès à rive gauche, donc un projet qui était dans la piscine Lutetia, fait en 2010. Oui. Et on vient, il y a quelques mois, de le refaire. Il s'est déjà refait. Avec tout modifié et rien modifié. C'est celui avec toutes les structures en bois. Oui, donc on a parlé à... Rénover, repenser. Avec Hermès, un client historique, on continue une relation très forte, très liée. Les projets ont changé d'échelle. Aujourd'hui, on réalise grands magasins à travers le monde. Le prochain, le plus important, ce sera à New York. Sous Madison. Bon, mais vous restez quand même dans des commandes assez prestigieuses, et des commandes, je dirais, où il y a
et les moyens. Vous ne faites pas de logement social, de petites médiathèques de province, etc. Parce que c'est un peu, je dirais, un prolongement naturel de votre. Alors c'est un prolongement du métier d'origine de l'agence qui ouais. était effectivement porté vers l'univers, ce qu'on appelle aujourd'hui le luxe. Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de bon ou de mauvais projet, il n'y a pas de. Donc, mais ça vous tente pas quelquefois de travailler avec des petits bouts de bois, des choses comme ça? Mais ça nous arrive. Ouais. Oui, beaucoup. Donc on est sur une sorte de territoire un peu petit et on a plutôt tendance à resserrer notre territoire de jeu qu'à l'étendre. On a énormément autour de nous d'architectes de grande qualité qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc il y a assez de place pour tout le monde. Et en tout cas, vous, ce que vous savez faire, depuis toujours, c'est travailler avec des artisans, les meilleurs artisans du bâtiment, que ce soit dans le bois, le stuc, le cuir, la métallerie, etc. Donc c'est un travail que vous faites depuis toujours. Et d'après ce que j'ai compris, vous travaillez de plus en plus avec les outils numériques. Mais effectivement, on peut s'interroger avec des artisans qui travaillent avec des méthodes traditionnelles, etc. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça fait vraiment évoluer les choses? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça évolue par rapport à ces techniques? Dans le monde de la conception, dans le monde du bâtiment, dans la conception, les architectes travaillent tous aujourd'hui avec des outils digitaux de conception. Et disons que ces outils-là ont aussi envahi le monde de l'artisanat. Donc, ce qui est assez compliqué finalement, c'est de se dire que l'artisanat, c'est d'abord le travail de la main. Donc la main n'est pas remplacée par un outil ou un robot. Mais en fait, le digital ou le numérique, c'est infiltré à la fois dans la conception, dans l'accompagnement, dans le dialogue, dans l'outillage. Et on a vu apparaître une sorte de néo-artisanat qui est entre la robotique, la conception prolongée de l'architecte vers leur construction manuelle. Et donc il y a une espèce d'hybridation avec un nouvel type d'artisanat qui nous passionne. On est proche du monde de l'artisanat, historiquement à l'agence, et on observe une mutation qu'on a envie d'accompagner. En tout cas, on pense qu'il y a une nouvelle forme d'artisanat qui n'est pas encore revendiquée. Et on voit apparaître autour de nous beaucoup de jeunes artisans qui, en fait, ont une réflexion très poussée sur l'innovation, tout en articulant le travail de la main. Et donc, il y a un phénomène intéressant, on l'observe, mais on est acteur. Et donc, on a vu les passerelles et on est en train de créer autant que possible des passerelles entre une conception purement numérique et une réalisation pseudo-numérique. Alors, parce qu'en fait, vous avez l'habitude de travailler, on en parlait tout à l'heure, vous faites assez peu les chantiers, même si vous êtes présent. Et il se trouve que justement le dernier numéro de DA est consacré au MWEC, c'est-à-dire les agences, et parmi les plus grandes agences mondiales, Herzog & de Meuron, Sana'a, RCA, etc., font aussi appel à des maîtrises d'œuvre déléguées. Vous avez toujours pratiqué comme ça, et c'est vrai que dans la profession, c'est quelque chose qui inquiète un petit peu, parce que les architectes se disent, mais si les architectes perdent le savoir-faire du chantier, ils vont disparaître, ils vont un peu tout perdre, parce qu'en fait, c'est vrai que les architectes, ils apprennent sur le chantier aussi. Oui. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? On est très décomplexé par rapport à ce sujet. Les exemples que vous prenez des grandes agences internationales, il est très probable qu'elles fassent leur propre chantier quand elles sont sur leur territoire. Elles ne savent pas le faire quand elles ne sont pas sur leur territoire. C'est exactement ce qui nous est arrivé. On a fait de plus en plus de projets hors de France. Et donc, on fait appel à des compétences locales, administratives, techniques, connaissance des milieux des entreprises, savoir-faire constructif, qu'on n'a pas quand on est à distance. Donc, on va prendre de l'expertise. Et nous, finalement, on a décidé d'arrêter de faire du suivi de chantier ou de la construction à partir du moment où la majorité de nos projets n'étaient pas en France. Donc, on a coupé la branche exécution en disant c'est de la compétence pure. On va la chercher, on va chercher les bons qui savent bien faire le métier et on les laisse faire. Pour autant, on ne perd pas la relation au chantier.
On fait du suivi de chantier, on est toutes les semaines sur les chantiers, même si c'est loin, ou tous les mois, on va dire. Donc on a l'appétence et la relation avec l'entreprise et les chantiers, mais on ne fait pas l'opérationnel, on ne fait pas la vie quotidienne. Et on a tout un réseau de personnes avec qui on travaille depuis 20-30 ans, partout dans le monde. On bâtit un autre... Ça, c'est important de retravailler avec les mêmes personnes, d'avoir les mêmes exigences, le même sens de qualité et conception. Ça aide beaucoup. Est-ce que depuis quelques années, vous avez l'impression qu'il y a une évolution de la commande? Alors vous êtes effectivement dans une niche oui. etc. Mais oui. vous, comment vous ressentez l'évolution de la commande depuis quelques années en fait? Alors nous, on a un profil un peu particulier. Oui, dans votre domaine, évidemment. Déjà, on vient d'un transfert un peu de discipline, une agence qui était fondée autour d'un projet d'architecture intérieure qui a grandi. J'ai l'impression que la commande, il y a une espèce de transfert, en fait, de transfert des savoirs, de transfert des... en fait, on vient chercher parfois des agences ou des architectes sur un territoire qui n'est pas leur territoire d'expertise pour les emmener dans un autre. Je prends l'exemple du tertiaire. Les mutations tertiaires qu'on observe depuis pas mal d'années, en fait, on mis un peu les promoteurs et les commanditaires des projets tertiaires un peu en panique, parce qu'ils n'avaient pas forcément... il fallait qu'ils changent de réflexe. Et les experts du monde tertiaire, français en l'occurrence, n'étaient peut-être plus à même de répondre aux nouvelles exigences. Donc on est allé chercher des concepteurs d'univers différents pour les emmener dans une autre discipline. Ce qui nous est arrivé par exemple. Nous, on a eu une commande pour un immeuble de bureau en disant vous savez faire parfaitement bien des flagships de luxe. Est-ce que vous pouvez faire un immeuble de bureau dans lequel vous ramenez votre savoir-faire de flagship de luxe? C'est la même idée de rencontre de personnes dans les lieux retail qui se trouvent dans les lieux coworking. Oui. La commande n'était pas forcément de ramener du luxe, mais c'était de ramener un regard différent, de l'expérience, et donc je dirais de déplacer les champs des expertises. Et je trouve que c'est assez vrai dans pas mal de territoires. C'est des expériences parallèles. Ouais. C'est inspirant pour eux. Alors, il y a une question aujourd'hui, évidemment, à laquelle on ne peut pas échapper, qui est celle des problèmes climatiques et de la surconsommation de matériaux. Et c'est vrai que l'univers du luxe, qui exige lui aussi des bâtiments qui sont très équipés, sur des matériaux magnifiques, etc., on est vraiment très très loin des exigences environnementales. Non pas que les matériaux ne seraient pas écologiques, etc., mais c'est beaucoup de matériaux. Les architectes aujourd'hui, ils travaillent avec le moins de matières possible, oui. Le moins de détails possible. Et alors, en plus, dans le domaine, alors, vous ne faites plus que ça, mais quand vous faisiez du commerce, en plus, tous les 10 ans, il faut tout casser, tout refaire. Donc là, on est dans quelque chose. Est-ce que c'est des choses en dehors de la traçabilité des produits, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui remet en cause vos pratiques en fait de conception? Alors ça ne les remet pas en cause. Je dirais que on intègre des paramètres dans le temps. Je pense que c'est un petit peu caricatural que le monde du luxe est dans la surconsommation. C'est pas si vrai en réalité. Et en fait, ce que vous décrivez comme l'effet assez d'une forte tendance pour la frugalité, qui est un mot qu'on entend un peu partout dans la bouche des architectes, c'est un peu pour se faire plaisir quelque part. Il y a un bâtiment, il a besoin d'équipement, il a besoin d'un certain nombre d'éléments de confort incompressibles, que ce soit des logements sociaux ou que ce soit une tour très haut de gamme. Enfin, c'est peut-être pas les mêmes niveaux, mais en tout cas, il a un besoin incompressible d'équipement. Je pense qu'on a une relation ou une éthique dans notre métier qu'on cultive depuis beaucoup d'années, un travail de fond, je dirais, autour du construire local, et on a une approche du durable assez globale, enfin qu'on essaye d'appréhender de façon globale. Une dimension sociale, une dimension éthique, une dimension matière, une dimension économe, et on en parle
très peu autour de nous. Jamais on revendique rien dans ce qu'on fait. Mais c'est un travail de fond, d'appartenir à notre temps. Mais il y a aussi une vraie sensibilité par rapport à ce que vous dites. Chaque 10 ans, il faut casser les boutiques. On a commencé d'avoir ces sujets avec notre plus grand partenaire du retail, où on a eu des situations où on a décidé ensemble de garder les façades, où on a aussi des boutiques qu'on dessine qui permettent de les changer, les rénover avec peu de changements globaux, Oui. mais qui permettent une nouvelle expérience pour les clients, parce que c'est pour ça qu'ils voulaient les changer. Et c'est une vraie volonté de nous et eux, ensemble, de réagir. Et je dois dire aussi un paramètre qui est qu'un objet de qualité dure. Mais oui, mais sauf que dans le luxe, tous les 10 ans, il est cassé. Oui, mais justement, c'est un paradigme qui change. Ouais. Julien en parlait un peu. Ouais. Et la durabilité qui est liée à la qualité permet de donner plus de vie, plus de temps de vie. Il y a moins d'usure, plus de réparabilité. Mais c'est surtout aussi le fait que c'est une volonté du client. On fait pas mal de workshops par rapport à l'écologie et comment on va faire, et c'est que à faire ensemble. Nous, les clients, leurs clients, ensemble, il faut trouver les moyens de le faire. Oui, c'est pas ce qu'ils recherchent quand ils vont dans oui. ces lieux-là, c'est sûr. Oui. C'est comme ça on décide de ne pas casser ou trouver une autre façon de faire. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Alors, je crois que vous venez de gagner un concours, je ne sais pas si c'était un concours, oui, pour un hôtel à la Martinique avec Kengo Kuma. Vous pourriez nous en parler? Bah oui, on a eu la chance récemment de gagner un concours d'architecture associé avec Kengo Kuma. C'était un peu particulier parce qu'on était en compétition à l'origine, comme architecte, chacun concourait. Et puis le client a beaucoup aimé le projet architectural de Kengo, beaucoup aimé le projet d'architecture intérieure de RDAI. Il a proposé à l'un et à l'autre de s'associer, et depuis on forme une magnifique équipe. On est ravis. D'accord. Et on pourra entrer dans cet hôtel quand? C'est en phase d'études. Les études démarrent. Voilà. Bon, écoutez, rendez-vous en Martinique dans quelques années. Super. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien en direct de Materials and Light. Bonsoir.